Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu, paru aux éditions L'Iconoclaste, les excellentes éditions Iconoclaste qui éditent une de mes auteurs favorites, Julia Kerninon, dont je parle de temps en temps, même régulièrement sur cette chaîne. Oui, là j'essaye un peu de meubler. Donc ce roman, je l'ai acheté parce qu'il fait partie des 10 meilleures ventes de l'année dernière. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien pour la chaîne que je présente de temps en temps des romans qui ont vraiment rencontré un public et non pas des romans dont un certain nombre d'initiés ont entendu parler. Dans cette même veine, j'ai présenté il y a de ça quelque temps Son odeur après la pluie, roman qui a connu aussi l'année dernière un vif succès et qui a, je vous remercie tous, connu un succès sur ma chaîne. Donc là, j'ai vraiment déchanté dans ce roman. Franchement, je ne veux pas me montrer impolie vis-à-vis des lecteurs qui ont apprécié ce roman, parce que ce roman a vraiment trouvé son public, mais à titre personnel, vous le savez peut-être, je suis assez difficile. Il faut qu'il y ait une combinaison qui fonctionne, la combinaison écriture, thème et histoire, et que cette combinaison vienne parvenir à frapper ici. Et là, c'est absolument pas le cas. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un médecin généraliste qui a écrit un roman sous la forme d'anecdotes plus ou moins fortes qui ont marqué son cabinet médical. Alors, le thème en lui-même n'est pas quelque chose qui peut me rebuter parce que je me rappelle, il y a de ça quelques années, avoir lu un excellent roman qui avait pour titre J'incise de Christian Debris qui était paru chez Stock et qui, en gros, aussi reprenait tous les résidus de l'âme d'un chirurgien avec ce qu'il avait rencontré comme difficulté au cours de sa carrière, et il retraçait ça dans un roman qui était vraiment, mais vraiment d'une écriture exceptionnelle. Et là, j'ai retrouvé le thème identique, mais avec quelque chose de tiède. Alors, pour argumenter, je vais vous lire quelques extraits. Alors, en gros, j'ai trouvé que ce roman comportait à peu près 90% de mauvais et 10% de bons. Alors, des fois, on trouve un roman qui a une combinaison un peu semblable, mais qui a 70% de bons, 30% de mauvais, donc on va le classer quand même dans la catégorie des bons romans, mais là c'est vraiment, vraiment trop inégal. Je voulais juste dire aussi qu'à partir du moment où je sais que pour venir me frapper là, il faut quand même une combinaison qui soit d'un niveau assez élevé. Je fais très attention au choix de mes services presse et il y en a beaucoup que je refuse pour cela. Alors, je vais vous lire 3 extraits, histoire de vous mettre quand même dans l'histoire. Histoire de vous mettre dans l'histoire, c'est pas très clair mon truc. Alors, on est à la page 57. Je vous préviens, on ne causera pas ici du tout venant ou des consultations lambda. On pourrait passer 1 heure à ouvrir le robinet d'eau tiède, aligner chiffon et petites phrases. Ce serait de la banalité en barre et je collerais la migraine à une tête de bois. Vous ne voudriez pas que je raconte les « ça fait mal quand je palpe ici, Madame Pichon », les « vous avez pris votre température à la maison, Monsieur Durand », les « combien de cigarettes vous fumez par jour, Madame Diaz », ou les « vous levez combien de fois par nuit, Monsieur Rognon ». J'en ai plein des comme ça, c'est un peu mon métier, passer ma journée à ânonner, ouvrez la bouche et faites « ah, et vous avez perdu du poids, et en combien de temps vous avez perdu du poids ». Quel ennui le corps qui parle. Moi, j'ajouterais quel ennui le médecin qui parle dans ces conditions aussi. Alors, je ne sais pas si vous trouvez que l'écriture est belle, mais moi, je la trouve assez banale, comme l'histoire qu'il raconte d'ailleurs. Alors, un peu plus tard, on est à la page 71. Oui, avant la mort du gamin, parce qu'il faut que j'explique quand même, ce n'est pas seulement une série d'anecdotes qu'il a couchées, mais il a été marqué dans son corps et dans
dans son moi intérieur, par un échec médical. Un jour, il est arrivé trop tard pour sauver un enfant et cet enfant est décédé. Et c'est à la suite de ça qu'il s'est décidé à écrire ce roman. Et justement, je trouve que ça, il n'y a pas assez, vous voyez, quand vous pressez, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc oui, avant la mort du gamin, j'ai eu une copine, Marie, même qu'on était fiancés. Mais c'est fini, je l'ai quitté pour un garçon. Et lui et moi avons à présent pour projet de devenir parents. Ça ne loupe pas. À peine comprend-il ces mots que voilà entièrement focalisé sur ma mère. Qui est-elle? Quel type de relation a-t-on? Comment m'a-t-elle élevée? Comment a-t-elle été élevée? Comment fonctionne le couple de mes parents? Et si elle fouette mon père à coups de côtelettes de porc, etc. J'imagine que, étant gay, je n'ai pas d'autre raison d'être malheureux que la relation avec ma mère. Je serais hétéro, la mort du gosse aurait suffi à mon malheur, mais pas là. Bon. Voilà, c'est un peu pour donner un exemple justement de cette profondeur et de ces interrogations qu'on n'a pas, cette profondeur qui manque et les interrogations qu'on devrait ouvrir et enfin, moi je ne les ai pas ouvertes. Alors là, je vais vous lire un grand moment, un des rares grands moments. On est à la page 169. Je me souviens de vous, Madame Uimana. Vous êtes venu en consultation un jour. Alors déjà là, il parle à la deuxième personne. C'est déjà autre chose, hein. Je recommence. Je me souviens de vous, Madame Uimana. Vous êtes venue en consultation un jour, enceinte de 6 mois. Une angine, rien de grave. Vraiment? Vous viviez dans un foyer pour femmes, là où vont celles chassées de leur domicile par un mari violent. Il y a toujours des maris violents. Il y a parfois des foyers. Ça coûte cher à la société et aux femmes, les maris violents. Vous entrez au cabinet, les bras tout agités, de mouvements anormaux, comme soumises à un grand stress. Ce n'est pas pour cela que vous consultez, mais je pose la question quand même. À quel moment ces mouvements sont apparus, Madame Uimana? Vous avez du mal à me comprendre et du mal à me répondre. Il faut dire que vous ne parlez pas français. Et puis, vous n'êtes pas du genre à vous plaindre. Vous êtes pire, de celles qui tairaient leur souffrance pour faire plaisir aux médecins. J'appelle le foyer pour savoir quand ce trouble a commencé. Cela fait plusieurs mois, me répond-on. Personne ne s'est inquiété car tous ceux que vous avez vus ont mis cela sur le compte d'un stress trop grand, d'un fossé culturel ou de 1001 raisons qui sont sans doute aussi liées à votre couleur de peau, votre situation de grande précarité et cette foutue barrière linguistique. Les coups de l'amoureux ont certainement dû attaquer le système nerveux ou quelque chose du même genre. Quelqu'un a dû donner cette explication à voix haute car c'est devenu votre histoire. J'appelle un neurologue, organise un examen en urgence. C'est dur, vous ne comprenez pas bien, je ne comprends pas bien. On manque de moyens, on manque de tout. Et là, je donnerais n'importe quoi pour trouver un traducteur. Le diagnostic tombe. Effroyable. Vous allez accoucher, puis vos troubles vont empirer, et dans 1 ou 2 ans, ce sera fini pour vous, vous que personne ne connaît vraiment dans ce pays où vous êtes réfugié. Je ne sais pas qui va s'occuper de ce bébé quand vous ne serez plus là. Vous êtes pour toujours devenu l'histoire de cette femme enceinte qu'un homme frappe, l'histoire de cette femme qui danse avec ses bras, et cette histoire me révolte. Auriez-vous été un homme blanc, aisé, parlant français, aimé et respecté, jamais vous ne seriez resté d'aussi longs mois sans examen, sans diagnostic et si seul. Ça n'aurait rien changé en matière thérapeutique, mais il y a dans ce flottement de quelques mois où vous avez été laissé à l'abandon une vérité qui me dérange et que tous les textes républicains gravés dans le marbre ne sauraient démentir. Il n'y a pas de justice en ce monde et personne, je dis bien personne, ne naît libre et égal en droit avec son frère ou sa sœur humaine. Pourtant, on essaye de changer la donne, Madame Uimana. Je vous le promets, Madame Uimana. Les gens essayent de changer la donne de toute leur force. Pardon, Madame. Donc voilà. Ça, c'est le seul extrait que j'ai trouvé poignant dans ce roman. Et c'est bien dommage que, voilà,
Donc je ne vais pas vous conseiller ni de l'acheter ni de le lire, mais je vous encore remercie vivement d'être passé sur les livres sans chaîne.